Très bien, bonjour. Merci à tous d'être venus nombreux, ici et partout en région en Midi-Pyrénées, pour ce petit déjeuner consacré au jardin partagé. Alors, un jardin partagé, qu'est-ce que c'est ? Si on prend la définition la plus communément admise, c'est un jardin conçu, construit, cultivé collectivement par les habitants d'un quartier ou d'un village. Alors si on creuse un peu plus, c'est ce qu'on va faire ce matin, on constate différentes appellations avec différents objectifs. Les jardins familiaux, les jardins d'insertion, jardins éducatifs, collectifs et même communautaires. Nos intervenants ce matin pourront évidemment bien mieux que moi apporter leur définition, mais on va garder quand même à l'esprit la philosophie générale qui est partage et échange. Alors une fois posée la définition, toutes les autres questions arrivent. Qui peut faire un jardin partagé ? Comment peut-on le faire ? Qui peut y participer ? Y a-t-il des critères ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on fait pousser ? Qui décide ? Quelle est la place de l'individu dans le collectif ? Et où est-ce qu'on trouve ces jardins ? Et puis je vous fais bien sûr entièrement confiance pour poser bien d'autres questions à la suite des présentations. Alors pour en parler avec nous ce matin, Vincent Larbé, il est membre du réseau national du jardin dans tous ses états, doctorant en sociologie et directeur de l'écolothèque de Montpellier Agglomération. Il nous donnera bien sûr sa définition du jardin partagé, sa place dans notre société. Il nous dira aussi quelle est notre place à nous, individus, dans ces jardins. Jean-Louis Fabry, chef de projet à l'ARP et correspondant régional du réseau national du jardin dans tous ses états, nous verrons avec lui ce qui se fait chez nous ici en Midi-Pyrénées. Jérôme Yobé, chargé des missions à l'ADEME, nous présentera l'étude régionale réalisée tout récemment, là, de 2010 à 2012, étude sur l'impact des circuits courts maraîchers sur les émissions de gaz à effet de serre. On imagine que le bilan est plutôt bon. Est-ce que c'est vrai ? On va voir ça avec lui. Nous partirons aussi voir ce qui se fait à Rodez avec Marie-Claude Carlin, maire adjointe au développement. Elle sera accompagnée de Jean-Marc Tessier, responsable du pôle environnement de la ville. Ils nous diront comment ils ont mis en place leur jardin, en clair le processus de création. Ils sont en plein dedans. Comment on fait ça ? Dominique Dupuy, des Jardiniers de Tournefeuille, fondatrice et présidente des Jardins familiaux de Tournefeuille. Elle nous présentera l'action de l'association. Elle nous parlera des innovations, mais aussi du bien que ça fait de gratouiller la terre, et là, je reprends son expression. Et puis enfin, Alice Touvenin, de l'association Partageons les Jardins, un collectif tout jeune, à peine plus d'un an et demi, si je me trompe, mais très actif, avec aujourd'hui 45 jardins qui vous ont rejoint. Alice qui nous dira ce qui se fait sur Toulouse, elle pourra aussi nous expliquer cette notion de lien social autour du jardinage. Et pour ouvrir cette matinée, et c'est un vrai plaisir qu'elle nous fait, Marie Rouanet, roman, essais, chroniques, chansons, l'écrit n'a pas de secret pour elle, et la terre, de toute façon, n'est jamais très loin de celle qui marque les mains à celle où l'on repose aussi, en passant par celle qui fait du bien et qui nourrit. Marie Rouanet. Au-delà des limites du jardin, murettes, grillages, fruitiers, le monde est désordonné et livré au pouvoir des autres. Mais là, sous les yeux, c'est la terre dominée, la vieille conquête ramenée au temps d'une vie et des saisons d'une vie. Il n'y a plus de futur vertigineux, ni derrière soi la multitude inhumaine des siècles. Il n'est question que de choses divinement ramenées à la durée et au pas des hommes. Le jardinier cherche la certitude dans un monde incertain. Sa terre est là, sous le regard, en quelques pas traversée, totalement surveillée, soumise. À petits gestes, il se sédentarise et se tait. Et tous les jours, il reçoit ce don d'un temps où il est sauvé de lui-même et des autres. Il n'y a pas de place pour le caillou, sinon sous forme de mur, d'exceptionnelles rocailles à plantes grasses, de paillettes révélées par la lumière. Il ne demeure du roc essentiel que des éclats de la grosseur de l'ongle, des grains brillants à peine reconnaissables, parfois un quartz, comme une dent d'enfant. Douce farine, de la terre fertile, à force de pierres et pierrettes
enlevées une à une, de fumier, de pourrissement des limbes, de sacs de terreau. Douce victoire, dans un infime rectangle. Cimetières et potagers ont les mêmes espaces nettement distribués. Carrés de choux ou enclos mortuaires bordés d'une grille légère, c'est le même ordre, à angle droit, qui n'a rien à garder. Les habitants, les plantes ou les morts sont si tranquilles. Ils n'ont besoin d'aucune police. Jardins et cimetières ont aussi, porteurs d'un arrosoir, épanché les mêmes travailleurs du sol. Le paradis, au niveau sonore, commence tout près de l'inaudible. On existe alors juste contre sa peau, à peine pénétrée. Là est toute la douceur des jardins. Grincement de poulies, grattement du râteau, bruit du sécateur, frottement d'une feuille sèche contre un mur, ou contre elle-même, ou contre une autre feuille sèche. Une palissade, vent léger entre les tiges sèches et blanches, écroulement de terre sableuse, avancée d'un lézard, pattes et ailes d'insectes, vent contre un fil de clôture, chant d'alouettes hautes et invisibles, friselis de pluie du peuplier, gargouillis légers du tuyau d'arrosage qui fuit, grillons proches, font rempart à la vaine parole de soi et du monde. L'ordre et le silence descendent dans le jardinier, il devient noyau inséparable. L'horloge du jardin parle à travers l'ombre déployée, les mollissements des nervures et des limbes. Elle se mesure à la quantité de rouge venu aux tomates et aux fraises, à travers les craquelures de la terre. Le temps étire sa course ou se précipite. Il n'y a pas d'heure fixe. On dit au bond du jour, on dit à la fraîche, on dit avec l'ombre, on dit il a fait saison. Car le temps des horloges ne compte plus, seulement le jeu de la chaleur et de l'eau. À l'heure des arrosages, de la pluie fine des arrosages, c'est aussi l'heure de l'abreuvoir. Un tapis de soie byzantine, formé de millions de gouttelettes invisibles, chacune possédant son arc-en-ciel, un souvenir de queue de paon se déploie, voile et transfigure une part après l'autre du royaume. Faire pleuvoir sans qu'il y ait dans le ciel la moindre trace de nuages, tuer celui qui dispense l'averse idéale, le pourvoyeur exact de la soif. Dans le bruit de l'ondée prend naissance l'odeur, manifestation de l'indicible. Au coin des vignes, ces figuiers multiples, encombrés de rejetons, parlent de jardins disparus. La terre a été si bien désherbée qu'elle en garde la mémoire. Avant que ne flambent les ronciers, dans l'espace presque nu, un poireau fleurit, une vigne rampe au sol, redevenue sauvage. Une roue d'honoria se hausse au-dessus des herbes, rapetissée d'année en année comme une lune décroissante. Son arc s'inscrit contre le ciel de l'aube. Un rosier, une murette témoignent.
Une épaisseur détaillée, une sorte de verdure, encouragée par l'humidité cachée, se souviennent de l'eau et du jardin longtemps après la mort des hommes. Merci beaucoup, Marie Roidet. Marie, qu'on retrouvera tout à l'heure pour l'inauguration de l'exposition qui vous attendra à 11h. Alors, Vincent Larbé, c'est vous qui avez la lourde tâche d'ouvrir les explications. Un jardin partagé, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? À quoi ça sert? Et puis surtout, quelle est ma place, moi, individu, là-dedans? Je vous laisse la parole. On va vous passer un micro. Donc, je rappelle, vous êtes membre du Réseau national du jardin dans tous ses états, doctorant en sociologie. Vous allez soutenir bientôt une thèse, me semble-t-il. Oui, en juin. En juin, et directeur de l'écolothèque de Montpellier Agglomération. Voilà, merci. J'ai 12 minutes pour parler de 12 000 ans de jardinage. Il va falloir faire vite. On va aller à l'essentiel. Je vais rappeler rapidement la genèse récente de cette histoire de jardin partagé, d'où ça vient. Et puis j'essaierai de prendre un point de vue très personnel sur cette histoire de jardin collectif en rappelant la place de l'individu dans ces jardins. Voilà, alors, ces jardins partagés, il faut leur redonner leur filiation historique, qui sont les jardins ouvriers de la fin du 19e siècle en France, qui sont les premiers jardins, si l'on simplifie outrageusement les choses, qui permettent de jardiner à l'extérieur de la maison quand on n'a pas de jardin à son domicile. Image traditionnelle d'une famille endimanchée qui vient jardiner avec l'autorisation du clergé le dimanche et la bénédiction, si l'on peut dire, du patronat qui trouvait moyen d'améliorer le sort d'une population ouvrière plutôt malmenée. Voilà les premiers jardins partagés, mais partagés en famille. Ces jardins ouvriers deviennent jardins familiaux au milieu du XXe siècle. Ils veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. On jardine en famille et pas forcément collectivement. Un tournant dans l'histoire du jardinage collectif et du jardinage urbain, car ces jardins sont essentiellement urbains, c'est une initiative prise en Amérique du Nord, à New York, dans le courant des années 70, à l'occasion d'une crise immobilière assez forte dans certains quartiers de la ville, notamment Harlem ou le Lower East Side. De nombreux immeubles sont abandonnés par leurs propriétaires parce que plus intéressants sur le plan foncier. Et ces immeubles, rapidement détruits, squattés, sont remplacés par des dalles de béton qui sont complètement désinvesties sur le plan foncier. Une artiste a l'idée d'investir l'une de ces dalles de béton protégées par un grillage en lançant ce qu'on a appelé des bombes de graines, qui reviennent à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire en lançant des sachets en plastique entourant des semences, jetés par-dessus le grillage. Arrivés au sol, ces sacs en plastique explosent et répandent leurs semences sur la dalle de béton fissurée qui, peu à peu, se met à fleurir. C'est une légende, mais c'est une légende vraie. Alors elle mérite d'être rappelée. Le premier jardin communautaire new-yorkais naît ainsi sous l'initiative de Liz Christie. Plus de 700 jardins vont être initiés dans la Grande Pomme dans le courant des années 70-80. Certains ont disparu depuis parce que la ville évolue et même des quartiers comme Harlem sont réinvestis, gentrifiés pour être repris par une population nouvelle. Mais ces jardins vivent en étant à l'image de leur quartier. Lorsqu'on les visite, on voit qu'il y a des jardins latinos, des jardins blacks, des jardins blancs protestants. Chacun a une couleur, une image différente, une fonction différente. Ils sont vraiment à l'image de leurs jardiniers. Cette initiative nord-américaine se répand un peu partout, y compris au Canada, et intéresse un certain nombre de personnes en Europe, dont la Fondation de France, qui organise un certain nombre de voyages d'études auxquels j'ai pu participer, en demandant aux personnes qui vont découvrir ces jardins d'examiner de quelle façon cette espèce de modèle peut être importé en Europe. Alors en Amérique du Nord, on parlait de community gardens, jardins communautaires. Le terme n'aurait pas plu, bizarrement connoté en France. Donc on a parlé de jardins collectifs. Et puis des
des militants ont avancé le terme de jardin partagé pour mettre en avant le fait qu'il y avait un territoire partagé, mais il y avait aussi des projets partagés par un groupe d'habitants. Ce qu'il faut retenir de ces jardins partagés, c'est qu'ils sont attachés à un petit territoire bien identifié, souvent un quartier lorsque nous sommes en ville, et que ces petits territoires sont pris en charge par un groupe d'habitants qui jardinent ou qui profitent du jardin et qui se réunissent autour de ce projet commun. On pourrait utiliser une espèce de règle des 4 C en disant qu'un jardin partagé est conçu, construit ou créé, cultivé collectivement par les habitants d'un quartier ou d'un village. C'est ce qui caractérise cette idée de jardin partagé. Vous voyez qu'il n'y a pas qu'un territoire qui est partagé, mais il y a un véritable projet collectif autour d'un terrain qu'on pourrait appeler un terrain d'entente. Vous voyez dans le petit texte qui suit cette définition que ce territoire n'est ni privé, ni public. Il est sous la sauvegarde d'un petit groupe d'individus et dès lors que ce jardin est ouvert, car comme tout jardin, il est clôturé, dès lors qu'il est ouvert à l'ensemble des personnes qui veulent le fréquenter, y compris les gens qui ne sont pas jardiniers. Il devient un petit espace public sous la sauvegarde des habitants. C'est inhabituel dans nos façons de gérer l'espace collectif en France. Les législateurs ont essayé de mettre un peu d'ordre dans ces histoires de jardins collectifs. Le Sénat a voté à l'unanimité, il y a une dizaine d'années, un projet de loi qui n'est toujours pas passé à l'Assemblée nationale. Il lui reste quelques mois pour être présenté avant d'être caduc. Et ce projet de loi propose de mettre un peu d'ordre dans les différentes appellations qu'on retient pour les jardins collectifs. Alors vous voyez qu'il y aurait une espèce de patate, prenons une métaphore jardinière, de patate commune qui regroupe l'ensemble des jardins collectifs, à l'intérieur desquels on trouve les jardins familiaux, jardins ouvriers, jardins familiaux, c'est la même chose, c'est qu'une question d'époque. Les jardins d'insertion qui sont des jardins mis en œuvre avec des personnes en situation sociale, professionnelle difficile. Et puis, les jardins partagés qui sont des jardins attachés à un territoire particulier, à un quartier en général dont on vient de parler. Vous voyez que ces jardins collectifs donc recouvriraient, si on veut faire une typologie, mais les typologies sont toujours réductrices, ces 3 types de jardins. Et aujourd'hui, nous parlons plus particulièrement donc des jardins partagés. Le législateur prévoit une définition pour ce qui concerne ces jardins partagés en disant, on entend par jardin partagé les jardins créés ou animés collectivement ayant pour objet de développer des liens sociaux de proximité par le biais d'activités sociales, culturelles ou éducatives et étant accessibles au public. Ce qui est amusant, c'est de rapprocher cette définition de la vieille définition du code rural qui caractérisait les jardins familiaux et qui nous disait qu'un jardin familial était toute parcelle de terrain que son exploitant, vous noterez le terme exploitant, cultive personnellement, vous noterez le personnellement, en vue de subvenir aux besoins du foyer à l'exclusion de tout bénéfice commercial. Vous voyez que les deux définitions s'opposent. On a d'un côté le jardin familial qui insiste sur le caractère individuel de son exploitant, et puis le jardin partagé qui insiste sur la dimension sociale, collective de l'acte de jardiner. On regroupe ces 2 types de jardins dans l'ensemble des jardins collectifs, mais on voit bien que les projets sont différents. Maintenant, ce que je vous propose, faute de temps, est forcément un peu caricatural. Il y a des jardins familiaux qui font preuve d'une sociabilité qui est proche du jardin partagé. Les gens boivent des coups ensemble, se voient, échangent des semences, etc. Et il y a des jardins partagés qui sont malheureusement sous l'influence de petits khmers verts qui pensent qu'il faut qu'il y ait un chef dans chaque jardin qui dise ce qu'il y a à faire et que les autres n'ont qu'à s'exécuter. Donc, ce petit diagramme n'a que pour objectif de simplifier les choses. Il faut voir sur le terrain, effectivement, comment ça se passe. Et sur le terrain, ça ne se passe pas toujours comme on l'imagine au départ. Voici un jardin partagé qui est assez ancien, Mélan, dans la banlieue de Grenoble.
on ne voit pas très bien les séparations entre les différentes parcelles. Effectivement, elles sont extrêmement tenues. Un autre jardin, à Niane, dans l'Hérault, alors là, c'est encore plus fouillis. Les initiateurs de ces jardins, 40 parcelles, n'ont vraiment pas voulu que les limites se voient de façon très distincte. Et pourtant, dans ce jardin partagé parisien, les jardins d'Éole, vous voyez que les jardiniers ont eu envie de marquer les limites de leurs petites parcelles. Parcelles qui doivent faire, grosso modo, 1,20 m sur 1,20 m. On plante des petits bâtons, on prend des coquillages et on marque les limites du jardin. Un jardin est par définition un espace borné, limité, séparé du reste du monde, mais pas totalement. Voici à Tournefeuille, en 2006, la genèse d'une clôture. Ceci pour vous montrer l'importance de se marquer dans le territoire. D'abord, on accumule des petits cailloux issus de l'épierrage du terrain. Ils sont là. Et ensuite, ces cailloux, on les organise en ligne pour marquer la limite de la culture. Et puis, on sophistique la clôture en mettant, troisième étape, une petite ficelle pour border le terrain. Et ensuite, on va, quatrième étape, poser une petite barrière achetée dans le magasin de bricolage du coin. Il y a l'envie, et il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, de marquer le territoire, de marquer les limites du jardin, de marquer les limites de son emprise sur le jardin. Et c'est quelque chose qui, même dans le jardinage collectif, et peut-être surtout dans le jardinage collectif, doit être pris en compte. Nous sommes ici à Montlong, au parc de Montlong, à Toulouse. Il est évident que j'ai choisi cette photo pour vous. Il y a un groupe de personnes qui a travaillé sur la réhabilitation de jardins familiaux qui s'étaient installés de façon plus ou moins, on va dire, extra-institutionnelle. Les personnes qui ont travaillé là-dessus sont sans doute les personnes qui, en France, sont les plus motivées, les plus expérimentées pour travailler sur ce genre de projet. Elles ont proposé de mettre à disposition des jardiniers qui le souhaitaient des treilles avec des coffres destinés à ranger les outils pour éviter l'affreux phénomène de cabanisation. On ne voulait pas de cabane. Donc on a mis quelque chose de léger en pensant que les jardiniers seraient ravis d'avoir ces installations. Voilà ce que ça donne au bout de 2 ans. Les 3/4 des installations ont été transformées par leurs jardiniers. On ferme, on a envie de pouvoir se replier sur un petit univers qui soit à soi. Alors, les technocrates disent que c'est de la cabanisation. Les poètes et les sociologues disent que c'est un phénomène d'appropriation. On aime ou on n'aime pas, le problème n'est pas là. La question est de voir qu'il y a envie de se marquer dans son territoire. Même si le terrain n'est pas à vous, on a envie d'avoir un petit chez-soi. Nous sommes à New York. Le jardin de Los Amigos a envie de s'annoncer et de dire qui il est. Et on met même des petits personnages comme pour veiller sur ce jardin qui n'a pas de jardinier le soir venu. Tout le monde rentre chez soi. Et c'est un phénomène qu'on trouve un petit peu partout. Ici, nous sommes à Nîmes et on trouve cette espèce de monstre débonnaire qui semble veiller sur le jardin en l'absence des jardiniers. On trouve le même phénomène en Papouasie ou en Amazonie. C'est donc qu'il y a une espèce de fond commun chez les jardiniers, un fond universel qui fait que quand on a un jardin, on a envie d'y imprimer sa trace. Je vais terminer avec 2 images, enfin 2 diapos, qui nous éloignent un petit peu du jardin partagé, mais qui ne nous éloignent pas du tout du jardin. Cette iconographie, relevée sur une tombe de l'Égypte ancienne, nous présente quelqu'un qui est en train de semer une graine. On pourrait croire que c'est quelqu'un qui est en train de se prosterner. Il faut rappeler que cultiver, cultus, a la même racine que rendre hommage à un dieu. Ici, on est au XXe siècle, au Japon et en France, on a 2 gestes qui consistent à prendre soin de la terre, à la caresser aimablement. Pas à la pénétrer virilement, mais à en prendre soin. Il y a sans doute dans l'acte de jardiner une façon d'être au monde, une façon de se situer dans le monde qui échappe complètement au simple projet de faire pousser des légumes.
Et c'est Michel Tournier qui peut-être nous livre une clé de ce qu'est le jardinage et de ce qu'il faut respecter quand on veut initier du jardinage collectif, du jardinage partagé. Bien sûr, il y a la problématique purement horticole, mais il y a sans doute bien au-delà ce que Michel Tournier appelle une quatrième dimension, une dimension vraisemblablement métaphysique dans le jardin. Il ne faut pas oublier que dans le jardin, on retrouve le temps, on retrouve le goût d'écouter l'eau couler. Anne-Marie Koenig, qui est une journaliste un peu vieillissante, nous dit « Au jardin », oui, je suis désolé, mais ça compte dans la citation en question. Au jardin, l'âge n'existe plus, il n'y a que le souffle du temps. Donc je crois que, et je vais conclure là-dessus, on va parler jardinage partagé et puis mise en œuvre de ces jardins d'un point de vue d'aménagement de la ville. Je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue que jardiner est une histoire très personnelle. Même quand on jardine au milieu des autres, on a envie de se retrouver dans ce que les gens privilégient toujours en disant le contact avec la terre, dans un contact privilégié avec un petit bout de terrain qui est une espèce de métaphore de la planète. On peut, au niveau de son jardin, faire un certain nombre de choses que l'on ne peut pas toujours faire au niveau de la planète. Michel Foucault, pas Jean-Pierre Foucault, hein, c'est un autre philosophe, disait que le jardin était un tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique. Je crois que l'acte de jardiner est bien résumé ici par Michel Foucault. Voilà, j'ai peut-être débordé les... Non, c'était très bien. Merci beaucoup, Vincent. Vincent Larbé. Alors, juste avant de passer la parole à Jean-Louis Fabry, chef de projet à l'ARP, il va nous dire ce qui se fait en région. Moi, j'aimerais d'abord remercier ceux qui sont avec nous ce matin aussi, qui ne sont pas sur Toulouse, qui sont partout en Midi-Pyrénées. Ils sont notamment à l'hôtel de ville de Rodez, la cyberbase de Nailloux, la maison commune emploi formation d'Albi. Alors, là-bas, un débat local sera animé par le CPIE 81 de 11h à 12h. Un débat va suivre notre petit déjeuner, c'est quelque chose de très bien. La Halle Viaduc à Millau, une retransmission qui a été organisée par la communauté de communes Millau-Grand Causse, et puis le musée des Jacobins à Auch, retransmission organisée par la ville d'Auch. Je tiens à les remercier d'être avec nous ce matin. Jean-Louis Fabry, on va voir avec vous justement, puisqu'on était en Midi-Pyrénées, ce qui se fait un peu chez nous. Alors, on n'a pas beaucoup de temps effectivement, donc on va survoler ça assez rapidement. Jean-Louis. Oui, bonjour, ça va être une gageure évidemment, puisque je vais parler en quelques minutes, 5-6 minutes, de ce qui se fait à Midi-Pyrénées. Donc la dynamique en région, on peut la considérer de deux points de vue, le nombre de jardins, mais aussi la diversité de ces jardins. Alors pour ce qui est du nombre, il n'y a pas de recensement précis, et il serait d'autant plus difficile que des projets de jardins apparaissent sans cesse, et que par ailleurs, Vincent l'a un peu abordé, la frontière s'estompe un peu entre jardins familiaux anciens ou plus anciens et jardins partagés plus récents. On peut cependant avancer quelques chiffres. À partir de 2009, on a effectué une veille à l'échelle de Midi-Pyrénées sur ce qui existait en termes de jardins partagés, qui nous a permis d'élaborer un annuaire des jardins partagés et collectifs qui est en ligne sur le site de l'ARP et qui présente de manière détaillée chacun des sites recensés. On en comptait à l'époque, donc quand on l'a mis en ligne début 2012, on en comptait 80. D'ailleurs, j'invite les porteurs de projets à prendre au fond de la salle un questionnaire qui nous permettra d'enrichir et d'actualiser cet annuaire. Aujourd'hui, on peut dire, sans être loin de la vérité, qu'il doit y en avoir à Midi-Pyrénées entre 110 et 130. Simplement, en 2012, j'en ai repéré une bonne vingtaine sur tous les territoires. Et ce qui est relativement nouveau, me semble-t-il, c'est que ça concerne aussi les territoires ruraux. Quand on parlait de jardins partagés, c'était surtout l'urbain, c'était New York, c'était Toulouse, etc. On les voit apparaître dans les territoires ruraux. Pour ne citer que la Haute-Garonne, un projet récent vient de voir le jour à Lanta. J'ai eu écho de 2 projets très récents, à La Valette ou à Longage. Ensuite, on peut envisager aussi cet essor du point de vue de la variété des jardins partagés. Je citerai 3-4 exemples qui rejoignent la définition qu'en a donnée Vincent ou Vincent, les deux Vincent qui m'ont précédé. Je parlerai des jardins sur les toits qui ont été amenés ici, au moins sur Toulouse, tout d'abord par Toulouse en transition, qui est présent dans la salle à travers Joseph Gonzalez, et qui est relayé aujourd'hui par une association d'étudiants qui s'appelle l'AFEV, l'association de la Fondation des étudiants pour la ville.
Aujourd'hui, c'est encore expérimental. Il y a un jardin en terrasse, sur la terrasse d'un particulier au plein cœur de Toulouse, rue de la Colombette. Il y a un projet porté par la FEV en lien avec le Crous qui aurait pour objet notamment de créer des jardins sur la terrasse du centre social Henri Desballes dans le quartier de la Faurette et d'autres projets. Je vais citer aussi les jardins d'entreprise. Alors, jardins d'entreprise, on pourrait y voir une réminiscence des jardins ouvriers de la Belle-Mire, dont parlait tout à l'heure Vincent, si ce n'est qu'ils ont une vocation quand même très différente. On n'est plus dans une vocation vivrière. Et je citerai, j'aurais pu mettre la photo là, mais vous la retrouverez dans l'expo tout à l'heure, les jardins qui viennent d'être créés par l'association IODE, qui est une association de salariés au sein d'Airbus Industrie sur le site de Toulouse. Et vous verrez sur la photo des salariés qui, une fois par semaine, entre midi et 2, vont cultiver un terrain tout près des pistes et qui vont aussi apprendre comment pratiquer le jardinage. C'est un savoir, le jardinage, et une fois par mois, les jardiniers de Tournefeuille viennent donner des cours de jardinage. Quelque chose de très nouveau aussi, c'est qu'on constate que des aménageurs ou des promoteurs immobiliers s'intéressent à cette question des jardins qu'ils vont associer à des projets d'aménagement ou des projets immobiliers. C'est le cas de l'écoquartier du Vidaillan à Balma. C'est le cas aussi d'un groupe qui construit des résidences pour personnes du troisième âge qui s'intéressent à cette question d'intégrer des jardins partagés au sein ou à la périphérie de ces résidences. Et puis, autre chose qui est un peu en périphérie, mais qui renvoie malgré tout à cette notion de partage de jardin, ce sont les sites internet de partage de jardin. J'en ai repéré au moins 2, il y en a peut-être d'autres. Pour la petite histoire, l'un des 2, qui s'appelle planterchez-nous.com, a été créé par une habitante de Balma. Il a bien sûr une vocation nationale, voire internationale, puisqu'aujourd'hui, il intéresse aussi la Belgique, je crois, et d'autres pays. C'est la même démarche collaborative qu'on retrouve dans le covoiturage, la colocation, qui est ici appliquée aux jardiniers. Une personne a un terrain qu'elle ne peut cultiver pour diverses raisons, parfois des raisons d'âge. Elle va mettre en ligne une annonce et une personne qui souhaite un terrain pour le cultiver va pouvoir le cultiver et ensuite, d'un commun accord, ils pourront partager des récoltes. Je voudrais souligner 2 tendances fortes autour des jardins partagés. Bien sûr, c'est celle du lien social, on va en parler toute la journée, toute la matinée plutôt. Le lien social, c'est l'image très juste que certains utilisent en parlant à propos d'un jardin partagé de centre social à ciel ouvert. L'expression est assez claire, ce n'est pas la peine que je m'y étende. Il y a un autre aspect qui est en train de ressurgir, qui a toujours été présent, puisque les jardins, à l'origine, ils avaient quand même avant tout une vocation vivrière et alimentaire. Et aujourd'hui, avec la crise économique, on voit à quel point cet aspect alimentaire est très important. Et je reprends un chiffre qui m'a été communiqué par Dominique Dupuis, donc les jardiniers de Tournefeuille, qui sont des gens qui travaillent le jardin, qui le pratiquent. Une parcelle de 200 mètres carrés cultivée régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par régulièrement? Je suppose que c'est tous les jours. Permet de donner une autonomie alimentaire en légumes à une famille. Donc c'est quand même tout à fait intéressant de souligner cet aspect-là. Et puis le jardin, c'est aussi, je pense, pour beaucoup un lieu de ressourcement. Et à écouter Marie Rouanet tout à l'heure, on a très bien compris que chacun pouvait trouver des bénéfices intéressants dans son propre jardin. Les actions de l'ARPE depuis 10 ans autour des jardins, en cohérence bien sûr avec la politique de la région Midi-Pyrénées, qui soutiennent sur certains territoires la création de jardins, et M. Poujat sans doute l'évoquera tout à l'heure. Donc l'action de l'ARPE s'organise autour de 3 axes. L'appui technique aux porteurs de projets, donc soit directement des associations ou des collectivités, soit à l'échelle de territoire. L'an dernier, nous sommes intervenus à la demande de la présidente du parc naturel des Cosses du Quercy, qui s'intéresse à cette question-là. Nous sommes aussi allés sur le pays du Sud toulousain, qui souhaiterait mettre en place un réseau au niveau du pays, par exemple. Ensuite, l'animation de réseau à l'échelle de Midi-Pyrénées. On a organisé à 3 reprises déjà des rencontres techniques régionales avec les jardiniers de Tournefeuille, qui ont connu chaque fois un succès intéressant. Et l'affluence montre aussi que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. À l'échelle nationale aussi, puisqu'on est correspondant au même titre que Vincent pour Languedoc-Roussillon du réseau national Jardin dans tous ses états. Et puis la création d'outils de sensibilisation tels que l'annuaire ou encore l'expo que nous avons réalisé avec l'ENSAT et les jardiniers de Tournefeuille. Et puis je terminerai par simplement pour montrer à quel point les jardins peuvent s'installer dans des lieux parfois les plus inattendus par un projet qui pourrait presque confiner à de la science-fiction, mais qui est en tout cas en bonne voie. C'est un article du Monde du 27 janvier dernier
qui citait un projet à Manhattan, donc nous revenons à New York, qui consiste à végétaliser une ancienne station de trolley, donc un tunnel. Projet qui est porté par un architecte et un ingénieur de la NASA et qui permettrait d'acheminer la lumière et de réaliser la photosynthèse sous terre, à l'aide de câbles de fibre optique, et donc de faire pousser sous terre des arbres, des fleurs et des légumes. Et pour terminer et revenir à Midi-Pyrénées, j'invite ceux qui ne connaissent pas le parc Montlon à aller visiter ce lieu de nature qui est, à mon sens, un des plus beaux lieux de nature de Toulouse, sans doute très méconnu des Toulousaines, et qui donne aussi une image tout à fait inattendue du Mirail. Parfait, merci beaucoup Jean-Louis Fabry de l'ARP. Allez, maintenant on va aller voir un peu nos consommations, nos dépenses de gaz à effet de serre. On s'imagine évidemment que si on a un petit jardin en bas de chez soi, on ne pollue pas, hein, on ne prend pas sa voiture pour y aller. Et on va étendre la réflexion un peu effectivement aux circuits courts maraîchers. Est-ce que c'est vrai? On s'imagine que c'est l'avenir. Jérôme Yobé de l'ADEME va nous dire ça. Oui, mais... Alors oui, mais effectivement, on a rencontré un certain nombre de cas au travers de cette étude où les émissions étaient très favorables par rapport à ce qu'on va appeler les circuits longs, hein, traditionnels d'approvisionnement. Donc des cas où c'était très favorable, des cas où ça l'était moins. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a énormément de paramètres qui peuvent influencer les émissions de gaz à effet de serre sur ce type de pratique, et qu'une dérive sur l'un de ces paramètres fait que l'ensemble du bilan peut dériver. Alors, bon, avant de rentrer dans le détail, même si en 10 minutes je ne pourrais pas aller forcément très loin, hein, les résultats de cette étude sont publics et peuvent vous être communiqués au travers de travaux synthétiques, hein, enfin de publications synthétiques. Je voudrais simplement insister revenir sur l'intérêt de cette étude. Hein. L'intérêt des circuits courts en général est évident et semble évident à tout le monde. Ça a été rappelé à de multiples reprises, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Il y a quand même un intérêt de ces circuits qui n'avaient jamais fait l'objet d'expertise à ce jour, c'était le lien qu'il peut y avoir entre les circuits courts de proximité et leurs émissions de gaz à effet de serre, et l'intérêt que ça peut occasionner par rapport à un approvisionnement traditionnel en circuit long. Et l'enjeu de ce type d'expertise est relativement important. Lorsqu'un ménage se pose la question de savoir comment il peut réduire ses émissions de gaz à effet de serre, assez spontanément et de façon quasi systématique, il ne va s'intéresser qu'au fait de se chauffer, au fait de se déplacer, de s'éclairer, de tout ce qui relève des émissions associées à des consommations directes d'énergie. Or, les émissions de gaz à effet de serre d'un ménage ne sont liées que pour moitié seulement à ces postes de consommation d'énergie. L'autre moitié des émissions des ménages sont associées aux pratiques de consommation des ménages. Consommation de biens manufacturés, consommation de biens à vocation alimentaire. C'est quand même assez colossal. Alors évidemment, ce sont des émissions qui sont dites indirectes, donc liées à des consommations d'énergie qui interviennent non pas chez le consommateur final, mais en amont lors des phases de production, transformation et acheminement de ces produits. Mais quoi qu'il en soit, on est sur des volumes relativement d'émissions, hein, s'entend relativement importants, qui justifient que l'on mette en place des politiques publiques dans le sens d'une modification des pratiques de consommation. Et le post-alimentation est relativement lourd en termes d'émissions pour un ménage. L'alimentation, c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre d'un ménage. Et le message que l'on fait passer de façon assez classique, c'est que si on veut travailler sur ce poste d'émissions relativement conséquent, eh bien, ma foi, ça renvoie au fait de consommer des produits de saison, pour éviter par exemple les serres chauffées. Je donne simplement un exemple qui est assez caractéristique, la tomate, que l'on a l'habitude de consommer tout au long de l'année. Une tomate de plein champ, ses émissions, c'est à peu près 200 grammes de CO2 par kilo de tomate. La même tomate qui pousse dans une serre chauffée, c'est 20 kg de CO2 par kilo de tomate. Donc on voit, il y a un intérêt évident effectivement à consommer du produit de saison, du produit de proximité pour minimiser l'impact du transport de ces produits jusque dans l'assiette, et puis des produits qui sont cultivés avec des pratiques culturales différentes, minimisant les intrants notamment d'origine pétrochimique, les engrais azotés en premier lieu.
hein. Alors, tout ça, c'est bien, mais en l'occurrence, on ne s'était jamais vraiment posé la question de quantifier, alors sachant que c'est un travail aussi assez compliqué, on n'a fait que débroussailler la question, hein. On ne s'était jamais posé la question de savoir quelles étaient les émissions de ces circuits courts. On se l'est posé en Midi-Pyrénées, hein. On a pris un certain nombre d'initiatives avec un certain nombre de partenaires. On n'a évidemment pas travaillé seul, on a travaillé avec nos amis de la DRAF, avec l'ADREAL, avec des représentations du monde agricole, hein, notamment les chambres d'agriculture. Et puis les jardins de Tournefeuille également et nos amis de l'ARP. Donc le travail était assez conséquent. On s'est intéressé aux circuits marchands et aux circuits non marchands. Les circuits marchands, c'est les marchés de plein vent, la vente à la ferme, les AMAP, bien évidemment. Et sur les circuits non marchands, on s'est intéressé aux jardins familiaux et à la pratique du jardinage sur le lieu d'habitation. Alors, comme je le disais en introduction, pour répondre rapidement à la question de Vincent, il y a du bon et il y a du moins bon. Ce qui est certain, c'est que raisonnablement, les émissions de ces circuits peuvent être bien meilleures que celles des circuits longs. On peut gagner entre 20, 30, voire 40% en termes d'émissions ramenées au kilo de produits consommés. Malgré tout, je le disais aussi, la moindre dérive sur l'un des paramètres qui a une influence en termes d'émissions fait que l'ensemble du bilan va être significativement revu à la hausse et du coup va présenter donc un bilan moins bon que celui des circuits longs. Alors les paramètres qui influencent ces émissions, alors il y a deux postes principaux, que sont les pratiques culturales d'un côté et le transport de la marchandise de l'autre. Concernant le transport de la marchandise, la notion de proximité entre le maraîcher et le consommateur est vraiment essentielle. La proximité, lorsqu'on parle des jardins familiaux, entre le lieu d'habitation et le jardin en question est prépondérant. Ça, c'est vraiment très clair. En ce qui concerne les jardins familiaux, on estime que le particulier ne devrait pas être à plus d'1 kilomètre de son jardin. 1 à 2 kilomètres maximum. Après, concernant les pratiques culturales, il faut absolument éviter, évidemment, tout ce qui est serre. Le fait de chauffer est absolument rédhibitoire. Alors, évidemment, sur les jardins familiaux, on ne le rencontre pratiquement pas, si ce n'est pour l'élaboration des plans. Et ensuite, la question du machinisme est du motoculteur en l'occurrence, est assez prépondérant, puisque dès lors qu'il y a un motoculteur, généralement, il représente à lui seul, les émissions liées au carburant que l'on utilise dans le motoculteur représentent à peu près un tiers des émissions du jardin en question. Donc c'est quand même pas négligeable. Éviter au maximum l'utilisation du motoculteur. Proscrire évidemment les engrais azotés. Mais des intrants autorisés en agriculture biologique sont aussi à éviter, ou en tout cas à maîtriser. Par exemple le terreau, par exemple la tourbe, ce sont des intrants qui parcourent de très grandes distances avant de pouvoir être utilisés, et donc qui ont un contenu carbone qui n'est pas négligeable. Le fait d'utiliser de façon trop importante le fumier est aussi un facteur qui pénalise très lourdement les émissions de gaz à effet de serre. Alors, voilà, globalement, il y a un certain nombre de règles de bonne conduite à respecter, que l'on a quasi systématiquement retrouvées sur l'ensemble des jardiniers qui ont été expertisés. Mais assez fréquemment, l'un de ces paramètres n'était pas suivi. L'une de ces recommandations n'était pas suivie. Et de fait, le bilan avait tendance un peu à dériver vers le haut. Mais enfin, quoi qu'il en soit, avec des pratiques qui sont globalement, entre guillemets, raisonnées sous cet angle-là, et ce sont généralement des règles de bon sens, quand on se pose simplement la question. Les bilans sont très favorables. J'évoquais le chiffre tout à l'heure de moins 30% par rapport à un approvisionnement classique. C'est quand même relativement conséquent. Un point aussi sur lequel je veux insister, c'est qu'effectivement, jardiner, ça s'apprend.
Et la notion, lorsqu'on s'intéresse à la question des émissions de gaz à effet de serre, à la question, puisque ces émissions, on va systématiquement les calculer par rapport au mètre carré cultivé ou par rapport au kilo produit. Donc la notion de rendement, de production est relativement important en termes d'émissions. Et jardiner, ce n'est pas forcément inné, ça s'apprend. Et donc il faut travailler à augmenter ces rendements en minimisant les intrants et l'usage notamment du machinisme. Parfait, merci beaucoup. Jérôme Yobé de l'ADEME, merci. On vous retrouve pour la partie débat. Allez, puisqu'on est en région, on va se voir ce qui se fait en région. On va partir à Rodez maintenant avec Marie-Claude Carlin. C'est la maire adjointe au développement. Elle va nous expliquer tout ça en binôme avec Jean-Marc Tessier. Et lui, c'est le responsable du pôle environnement de la ville. Ils vont nous dire comment ils ont mis en place le jardin. Alors, ils sont en train, c'est le processus de création qu'ils vont nous expliquer. Alors, ils sont venus à deux voix, ça va très bien puisqu'on aura la théorie et la pratique, la volonté et la vision politique et ce qui se fait concrètement sur le terrain. Marie-Claude Carlin, vous pouvez y aller. Oui, bonjour. Donc nous allons redescendre vraiment les pieds sur terre après l'introduction poétique que nous avons eue. Et il fait du bien entendre. Donc là, la genèse des jardins de Rodez, c'est un peu à l'inverse de ce qui se fait d'habitude, puisque d'habitude, c'est une association qui enquête de terre et qui s'adresse à une collectivité pour en obtenir, tandis que nous, à Rodez, nous sommes partis d'une volonté politique de chercher un site et ensuite nous nous mettons en disposition d'une association. Alors, le problème à Rodez aussi, c'est la terre, parce que si vous connaissez le site, c'est un piton et il n'y a pas beaucoup de ceintures maraîchères. Il y en avait une, mais qui a été depuis construite. Donc, il a fallu chercher un terrain, la plupart du temps, qui est inondable ou pas loin d'être inondable, pour pouvoir avoir des prés qui soient susceptibles d'être cultivés. Donc, dès le début du mandat 2008, nous sommes allés chercher ce terrain et nous l'avons trouvé au bord de l'Auterne, qui est un affluent de l'Aveyron. Vous avez ici le plan. Alors. Et nous ne sommes pas loin, vous le voyez ici, d'une rocade. Et nous avons eu donc... Ce terrain, c'est là-haut, c'est le triangle, là. Voilà. D'accord. Voilà. Oui, et nous avons, je vous le dirai, changé d'ailleurs en cours d'emplacement. Donc, effectivement, les difficultés... Alors, pourquoi D'abord, nous sommes à 3 ans de notre initiative et les jardins ne sont pas encore sortis de terre, il faut bien le préciser. J'espère qu'en automne, ils seront cultivés. Alors pourquoi tant de délai? Eh bien, c'est parce que nous avons rencontré quand même des difficultés de 2 ordres en particulier, difficultés du foncier et difficultés paysagères, je dirais. Alors, difficultés du foncier, pourquoi? Parce que justement, nous avions trouvé un premier terrain qui était pas loin de ce rond-point, la rocade, voilà, donc susceptible d'être pollué par le bruit, mais aussi par la pollution. Et c'est surtout que l'agglomération du Grand Rodez a prévu d'y faire un bassin de rétention. Donc les premiers plans qu'on avait faits, c'était vraiment tiré par les cheveux, c'était quand même compliqué de faire un jardin autour d'un bassin de rétention avec des gros pierres, etc. Depuis l'agglo, j'espère faire du lagunage, mais enfin, on n'en est pas encore là. Donc, on a essayé de trouver un substitut et on a pu échanger le terrain en question contre un terrain qui est situé un peu plus haut, voilà, qui est beaucoup mieux au point de vue emplacement, mais qui est beaucoup plus aussi au milieu d'un lotissement qui s'appelle Saint-Félix et qui est surtout au pied d'un manoir, le manoir de Saint-Félix, qui est classé. D'où la deuxième sorte de difficulté. C'est-à-dire que là, nous avions un problème paysager. Nous sommes suivis par l'architecte des bâtiments de France, le propriétaire du jardin qui en a fait un Éden, lui déjà, et qui ne tient pas à voir sous ses yeux des bidons bleus de briques et de broc, etc. Donc, il a fallu, là aussi, nous avons perdu du temps. Enfin, je pense pas que c'est pas du temps perdu, d'ailleurs, c'était intéressant. Nous avons discuté donc avec l'architecte des bâtiments de France et le propriétaire pour arriver à une espèce de cahier des charges qui n'est pas officialisé, si vous voulez, auquel nous sommes engagés, c'est-à-dire justement faire quelque chose de paysager, sans toutefois, j'espère, perdre certains charmes de ces jardins familiaux comme nous avons déjà à Rodez. Ils veulent pas voir les cabanes dont parlait Vincent, quoi. Voilà. Ouais. Et pourtant, je vois Et pourtant, apparemment, elles y sont quand même, quoi.
Et j'ai remarqué que le jury des 3 fleurs qui nous suit trouve très très agréable les jardins que nous avons déjà. Parce que j'oubliais de vous dire quand même que nous avions déjà 2 sites d'anciens jardins ouvriers familiaux qui ont une 50aine d'années, mais qui sont situés aux 2 extrémités de l'Aveyron. Et entre les deux, donc, nous avions un besoin d'espace à cultiver pour des quartiers, notamment le quartier HLM, qui se trouvent, vous voyez, vous avez donc la rocade ici, et de l'autre côté, par rapport à cette rocade, des personnes qui déjà vont, des HLM, vont cultiver péniblement des jardins sur les pentes de ce piton. C'est vraiment pas, ils ont vraiment beaucoup de mérite. Donc, je voulais faire quelque chose pour ces quartiers. Donc là, ça serait quand même idéal pour eux, pour respecter justement cette distance dont vous parliez, pas être à plus d'1 ou 2 kilomètres de jardin. Et malheureusement, il y a la rocade à traverser, mais enfin, ça sera encore autre chose. Donc voilà, deuxième problème paysager, il a été résolu. Nous avons pris des engagements avec des cabanes en bois qui seront faites d'ailleurs par une entreprise d'insertion, le CAT de l'Aglo de Grand Rodez. Bon, nous allons respecter, nous n'allons pas niveler, nous respectons les courbes de niveau. Nous allons faire des implantations d'arbres pour faire des écrans, un écran par rapport à la vue depuis le manoir en particulier et depuis aussi les maisons, parce que là, le lotissement, les habitants du lotissement de Saint-Félix commencent aussi à s'inquiéter. Ils seraient même plus intégristes que les architectes des bâtiments de France sur l'aspect paysager. Parce que là, actuellement, ce terrain, c'est quoi? Pour le moment, c'est un pré. D'accord, donc ils sont tranquilles. Les résidents sont tranquilles. Ils devraient ils ont peur de perdre cette tranquillité. Voilà. Ils ont peur de quoi finalement? Et la vue, parce qu'eux aussi, ils veulent avoir une vue, garder la vue sur le pré. Pour certains. Donc voilà, normalement, on devrait arriver à faire quelque chose qui serait agréable à voir et en même temps utile. Nous avons prévu d'ailleurs un verger aussi qui sera collectif, qui sera au pied du manoir, qui fera écran. Une zone humide que nous allons préserver aussi, qui fera écran, que vous voyez peut-être ici. Voilà. Je laisserai tout à l'heure M. Tessier le soin de compléter. Alors, avant de justement laisser la place à Jean-Marc, je voudrais au passage remercier pour les services techniques de la mairie, notamment Jean-Marc et également Claire Vidal, notre paysagiste, qui a beaucoup travaillé sur ce projet, qui n'a pas pu venir, mais qui doit être présente à Rodez. Donc, je voudrais dire que notre préoccupation, ça a quand même été de faire un éco-jardin, puisque nous avons pu constater avec les jardins existants que nous avions déjà que les pratiques culturelles étaient un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que beaucoup de round-up, on m'a même dit que certains passaient du round-up 2 fois par jour. Alors, ça c'est un peu exagéré, je pense. Donc, on a depuis signé une charte avec ces jardins qui marche bien, où il y a eu un effort. Nous avons créé un éco-jardin sur ce jardin ancien, mais ça c'est encore mieux si on est au point de départ, ça peut être un avantage. Et Jean-Marc vous en parlera, nous allons faire signer à chaque jardinier, comme on le fait déjà, donc une charte de bonnes pratiques sur les phytosanitaires, sur le compostage, sur l'interdiction de brûlis. Et nous serons peut-être, finalement, vu notre expérience passée, peut-être, je ne voudrais pas qu'on soit intégriste, mais en profiter quand même pour mettre des limites sur justement ces pratiques. Voilà. Ouais. Alors, il y aura même des toilettes sèches. Évidemment, tout ça inspiré de Tournefeuille. Je ne voudrais pas abandonner le micro sans dire combien nous serons redevables à Tournefeuille, puisqu'ils nous sommes allés plusieurs fois, que l'enthousiasme de Dominique nous a conquis et nous a poussés à aller de l'avant. Et nous l'avons beaucoup copié. Voilà, alors je laisse la parole à Jean-Marc. Voilà, on va voir effectivement avec Jean-Marc Tessier qui est responsable du... Vous resterez nous, hein, Marie-Claude, hein, mais Jean-Marc Tessier est responsable du pôle environnement de la ville. Alors justement, voilà, derrière nous, on a quoi là, Jean-Marc? Donc pour en arriver là, là c'est le plan de l'architecte et des services techniques pour la réalisation de ces jardins. Ça, c'est ce que normalement on aura quand ça sera fait, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc là, nous sommes actuellement après la phase vision politique, il y a maintenant la phase technique. Hein, donc j'ai en charge avec mes collègues du développement durable et des services techniques. Donc après la maîtrise du foncier, comme l'a expliqué Mme Carlin, donc recherche d'un cabinet d'architecte pour la dépose du permis de construire. Donc avec l'établissement du plan,
Ensuite, donc, là, actuellement, nous sommes à la phase dépose du permis de construire, très précisément. Le plan que l'on peut voir, donc, environ sur une parcelle de 2500 hectares, 2500 mètres carrés, pardon, 2 hectares, non, excusez-moi, 2 hectares 5, voilà, 28 mètres carrés, 6000 mètres carrés de jardins familiaux, 1800 mètres carrés de jardins partagés. Bien sûr, il faut une partie stationnement, parce que comme on est de l'autre côté de la rocade, il faut pouvoir que venir, les gens puissent venir. Une cabane pour l'association, hein, et pour les jardins partagés. Chaque jardin familial sera équipé d'une cabane. Alors, les petites parcelles, c'est quoi? Montrez-nous, là. Alors, vous avez ici les parcelles. Ça, c'est une parcelle. Hein, voilà, une parcelle avec une cabane, donc une double cabane par jardin. D'accord. Et il y a une voie centrale qui dessert tout avec les arbres. Une voie centrale, voilà, qui sera... Alors, normalement, il n'y a pas de circulation de véhicules, mais juste pour accéder quand même, pour amener du fumier. Combien de parcelles, là, sur cette partie-là? 60 parcelles donc, de jardin familial, et après, donc 1800 mètres de jardin partagé qui seront après découpés en fonction des besoins de chacun. Et donc, nous avons également prévu donc, un verger communautaire avec effectivement aussi essayer de récupérer des variétés anciennes, donc les variétés pour faire à la fois un arboretum de variétés anciennes. Et locales? Et locales, variétés anciennes et locales, qui seront donc mises à disposition de l'association des jardiniers. Voilà. Et là-haut, qu'est-ce qu'on a là-haut? Alors ici, c'est le manoir justement, la proximité. Non, cette partie. Ici, cette partie-là, c'est la zone humide. C'est la zone humide qui sera préservée. Voilà, qui sera également aussi, qui nous servira de zone humide d'école aussi pour avec la cellule rivière du Grand Rodez pour pouvoir effectivement assurer des visites. Etc. D'accord. Donc là, nous sommes à la phase dépose permis de construire, consultation des entreprises et réalisation des travaux, suivi des travaux, avec une partie qui sera faite également en régie municipale hein, par tous les. Oui, Marie-Claude, je vous en prie, prenez le micro si vous voulez. Allez-y, oui, bien sûr. Avant de continuer sur tout cet aspect réglementaire qui est très important, je voudrais quand même passer au concept de jardin partagé, puisque là, pour le moment, nous sommes dans le nourricier. Et effectivement, comme il a été dit, je crois que c'est de plus en plus, malheureusement, dans les temps, que les gens vont avoir besoin de terrain pour pouvoir arrondir leur fin de mois. Oui. Et voilà. Alors, donc, on a ajouté le concept de jardin partagé, donc nous sommes inspirés de Tournefeuille, pour pouvoir avoir aussi une mixité non seulement sociale, mais intergénérationnelle, avec la participation, par exemple, d'associations d'handicapés, avec les écoles, avec le centre social, avec le conseil municipal des enfants. Et en même temps, je voudrais signaler que là, il y aura un problème. Il y a une volonté de mixité, donc interquartier, entre deux quartiers, un quartier très différent, un quartier, donc un lotissement déjà existant, et puis le quartier qui s'appelle Ramadier. Et comment on fait là, comme ça? On fait des quotas? Comment ça marche? Alors finalement... justement, là, pour le moment, nous n'avons pas d'exemple, je pense, tellement ailleurs. Ouais. Et quand on a commencé à faire notre première réunion pour susciter une association, puisque c'était ça le problème, nous avons eu l'heureuse surprise de voir que dans les personnes qui étaient venues, c'est fait presque par égalitaire. D'accord, très bien. Donc les personnes de Saint-Félix, les personnes de l'autre quartier. Donc là, j'espère que nous pourrons arriver à vraiment mixer le quartier, puisque malheureusement, il n'y a pas d'école commune. Il y a deux écoles différentes. Donc il faudra travailler aussi avec l'école. D'accord. Voilà ce que je voulais dire. Ça, vraiment, nous avons tout encore à apprendre et nous avons pris, comme vous allez voir, dans les documents que nous avons prévus, certaines précautions, on peut dire. Allez, Jean-Marc, je vais vous laisser conclure. Pour conclure, donc, également la partie service technique aussi, nous sommes chargés de l'établissement de tous les documents de convention. Donc, la convention avec effectivement la future association, les rédactions d'un règlement intérieur justement de ces jardins pour effectivement éviter quand même une certaine anarchie, parce qu'on met en place quand même des cabanes, des cabanons, etc. Et éviter que, justement, parce que les voisins ne souhaitent pas avoir des constructions un petit peu anarchiques. Donc, voilà. Une charte de jardinier éco-responsable, donc effectivement on va également imposer l'abandon des produits phytosanitaires, on va imposer l'amélioration des sols avec les amendements organiques, etc. Enfin, et donc on a mis en place donc, 2 comités de suivi. Donc un comité de suivi
donc vraiment très restreint ville-association, donc là, qui sera vraiment en charge de gérer les relations avec l'association, et un comité de pilotage donc beaucoup plus élargi, prenant en compte les bailleurs sociaux, les comités de quartier, les CCAS, les écoles, etc., justement dans le but de fédérer le maximum de gens pour ces jardins partagés et pour pouvoir aussi y réaliser tout un tas de visites. Enfin, Puisque vous avez mené la réflexion là-dessus, comment on peut réagir les gens qui pourraient vous dire bah, c'est pas pour moi ça quand même, c'est pas, je sais pas trop jardiner, j'ai envie mais c'est pas pour moi. C'est des questions qui se posent, on essaie un peu de réfléchir à savoir comment amener les gens. Prenez le micro, Marie-Claude, je vous en prie. Au sujet du jardinage, on a déjà des bénévoles qui Venir chez vous tout simplement, Oui. c'est pas pour moi, je sais pas, j'ose pas. Il y a des bénévoles qui sont proposés déjà pour apprendre à jardiner, même un jardinier professionnel qui s'est proposé pour venir. Et donc, je pense que là, mais je crois que la question va se poser plutôt de réguler la file d'attente, parce que déjà Bon, nous ça avons. c'est bien. Il y a déjà la première tranche de 30 parcelles est déjà faite, quoi. D'accord. Donc j'ai l'impression que les 60, ça sera vite fait et qu'il faudra peut-être même trouver d'autres terrains pour agrandir. C'est Ou bien formidable. alors, ce serait dommage de manger sur le jardin les parcelles, la parcelle commune, collective. Dans le parc du château peut-être. Alors, Hein, bon. je ne sais pas si le propriétaire nous écoute, mais je ne veux pas qu'il soit on fera le mieux possible. Parfait. donc, Un dernier mot? Juste pour terminer, Ouais. simplement, effectivement, vu tout ce travail, il faut quand même pas faire peur à tous les porteurs de projets. Ça avance, ça se fait, et ça fonctionne bien. Et en plus, surtout, il y a des relations humaines, des contacts qui se nouent avec la population, avec les jardiniers quand même, qui sont toujours... ou d'autres jardins. Donc c'est vraiment une expérience unique et très intéressante. Parfait. Merci beaucoup. Marie-Claude Carlin, Jean-Marc Tessier. Merci, merci. Alors justement, maintenant, on va passer à l'inspiratrice de tout ça, Dominique Dupuy. Alors, que je remercie tout particulièrement d'être venue ce matin. Merci beaucoup, Dominique. Des jardiniers de Tournefeuille, fondatrice et présidente des jardins familiaux de Tournefeuille. Elle va nous expliquer un peu ce qu'elle fait à Tournefeuille depuis toutes ces années. Et elle nous parlera aussi des innovations, parce que ça arrive encore d'innover dans les jardins. Et puis je le disais en ouverture, cette notion de gratouiller la terre qui n'est pas anodine quand même. Hein. Bonjour à tous. Ça marche? Ça marche, oui. On peut vous monter le son. Bonjour un à peu. tous. Bon, vous avez vu qu'on nous a cité pas mal en exemple, hein, c'est clair. Ça fait 10 ans qu'on existe. Mais il faut dire qu'on est parti de rien. Non, aussi, on était comme et la ville de Rodez il y a 10 ans. Et on a suivi les exemples, nous aussi. On est allé chercher un peu dans tous les jardins du coin. Donc toute la petite équipe, là, les 9 personnes au départ, on est allé visiter tous les jardins familiaux de la région quand même qui existaient. Hein. Et on a aussi tenu beaucoup compte du jardin dans tous ses états. J'avoue que tout le concept et le site du jardin dans tous ses états nous a donné vraiment les billes pour démarrer. Parce qu'on était novices. Hein. Moi, j'avais jamais monté d'association. C'était pas mon domaine. C'était le groupe que l'on avait, c'était plutôt des personnes dans le domaine technique. Donc, on n'était pas du tout préparés à ça. Donc, si vous avez des projets, il ne faut pas hésiter à aller voir les autres jardins. Tous les autres jardins sont différents, donc vous allez tirer des choses positives, des choses négatives de chaque jardin et faire un petit peu la part des choses et voir ce que vous voulez vous réaliser dans votre projet. Nous, le jardin qui nous a beaucoup inspiré, c'est le jardin de la Faourette. Jardin de la Faourette, où on a trouvé effectivement la conception des parcelles, les cabanons face à face pour que les gens se parlent, pas de clôture, etc. Donc on a tenu compte énormément de ce jardin. On s'en est inspiré. Donc on n'est pas non plus initiateur complet, quoi. On a été chercher les histoires anciennes, on est allé chercher ce que les gens avaient construit avant nous. Alors, je ne reparlerai pas de tous les concepts puisque ça a été déjà dit au niveau de l'aspect social des jardins familiaux. Je voulais juste insister un petit peu sur la phase avant-projet, en amont. Il est très important qu'on mobilise les gens avant de faire un projet. Donc, nous, on était une équipe, effectivement, de personnes, on voulait monter des jardins familiaux, mais en fait, on est d'abord allé chercher les jardiniers. On est d'abord allé chercher les gens qui avaient envie de jardiner. Et ces personnes-là, on a commencé à les rencontrer et à se réunir et à envisager comment allait être le jardin,
comment on le voulait. On voulait des clôtures, on ne voulait pas de clôture, les toilettes, comment on faisait, pour l'eau, on faisait comment, les arbres, les animaux, tout se posait, toutes les questions que peut se poser un jardinier. Donc il y a une très longue phase de concertation. Entre le moment du projet et la construction réelle des jardins, il y a eu 2 ans. Et c'est du temps qui est peut-être un peu long, mais qui est absolument nécessaire pour que le projet soit conduit correctement. Donc nous avons eu des concertations. Alors à Tournefeuille, bon, effectivement, c'est une association qui a porté le projet. C'est assez rare, hein. Vous disiez tout à l'heure, contrairement, mais c'est assez rare que ce soit une association qui porte le projet. C'est très souvent une collectivité ou un centre social, beaucoup. Hein. Bon, il en existe des associations et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Mais on était, nous, un petit peu innovateurs dans ce cadre-là. Et donc, on a mené à la fois une concertation avec la mairie de Tournefeuille et une concertation avec les futurs jardiniers. Et donc, c'est vraiment une concertation tripartite. Puisque le jardin est municipal, il fallait bien que la mairie ait son mot à dire quand même. Hein. On ne voulait pas de cabanon hétéroclite. On nous a mis quelques petites limites. Hein. Mais à part ça, on nous a accompagnés tout le long du chemin. Et donc, on s'est réunis régulièrement. La deuxième chose, c'est faire participer les gens au projet. Et donc là, bon, j'ai mis quelques images rapides. Simplement, on a fait des réunions régulières et on a fait des projets communs ensemble avant que le jardin soit ouvert. C'est-à-dire qu'on a, là, on voit les personnes en train de planter. On a planté 350 arbustes qui font tout le tour du jardin. Et ça a été une journée de fête. C'était un 4 décembre, il ne faisait pas très chaud, mais on avait invité le jardin dans tous ses états. Il y avait M. David, par exemple. Et donc, on a fait une petite fête et ça a été très fédérateur. Et ça fédère un peu le groupe de futurs jardiniers et les gens qui sont comme nous, bénévoles et qui ont envie de participer au projet. Des partenariats aussi. Chaque fois qu'on a mis en place sur le jardin quelque chose de nouveau, là, on est en train de monter la spirale à insectes. On a mis en partenariat le service jeunesse de la commune, par exemple. C'est-à-dire que petit à petit, les gens ce jardin est devenu un centre de vie dans la commune et les structures viennent nous voir spontanément. Est-ce que vous avez un petit chantier à faire à des jeunes? Est-ce que on a des enfants malades là? Est-ce qu'on peut faire une petite parcelle avec eux? Donc chaque fois, on a mis en mouvement des choses. Et là, la spirale insecte a été construite par les services jeunesse, par exemple, ils se sont payés un voyage pour aller voir un match de foot, par exemple. Voilà. Alors, sur ces jardins familiaux, donc je ne vais pas tous les décrire parce que ce n'est pas le but, c'est montrer en fait que les jardins sont ouverts sur la cité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des jardins pour jardiner. Bon, il y a effectivement des jardiniers, mais on peut y faire plein de choses sur les jardins. Et ça, les mairies peuvent s'en accaparer, les centres sociaux aussi. Bon, là, on voit de la cuisson de poterie. Là, c'est une association de poterie. On a les enfants du RAM qui viennent régulièrement faire leurs activités. Ils ont un petit jardin sur le jardin. Mais là, on fête Noël, par exemple. On a fêté Halloween. On fait de la vannerie collective sur les jardins. On accueille toutes les personnes, quelles qu'elles soient, handicapées ou non, puisque maintenant, on a fait nos derniers travaux. Donc, les jardins sont accessibles par tout le monde. Donc, c'est vraiment l'idée que ça soit un lieu qui soit ouvert et qui n'est pas ouvert qu'aux jardiniers des jardins familiaux, mais qui est ouvert à tout habitant de la cité qui a envie de venir effectivement se promener ou y faire une activité. Donc, notre association regroupe 300 personnes et il n'y a que 72 jardiniers sur les jardins familiaux. Et le but, c'est de faire se rencontrer justement ces deux populations qui ne se seraient certainement jamais rencontrées. Alors, le but n'était pas de venir parler des jardins familiaux de Tournefeuille. Donc, ce que je vais vous donner, c'est quelques pistes aussi de choses que l'on fait et qu'on a un petit peu innové sur les jardins. Ça, c'est en partenariat avec la mairie de Tournefeuille. On a installé une micro-bibliothèque. Une micro-bibliothèque ouverte à tout le monde. Donc, tout le monde peut venir chercher des livres. Quand il a envie, il prend un livre, il en ramène un, ou il ramène celui-là, ou il le ramène ailleurs. Il y a 6 lieux sur Tournefeuille. Et ça, c'est une petite micro-bibliothèque qui marche super bien sur les jardins, donc avec un banc à côté, les gens viennent lire. Ça permet d'amener la lecture aussi aux jardiniers qui ne sont pas forcément habitués à aller à la médiathèque. Et donc là pour samedi 25 mai, dans le cadre des Journées Nature en Midi-Pyrénées, on fait une activité sur la lecture. Voilà, comme quoi le jardin peut amener à tout. Et on l'a vu avec Marie d'ailleurs. Pardon ? Et on l'a vu avec Marie Rouanet. On l'a vu avec Marie Rouanet, tout à fait. Ensuite, ce que je voulais dire, donc,
Bon, on a dit que c'était ouvert sur la cité. La troisième chose, c'est le jardin familial peut être inclus dans un couloir vert, on appelle dans les... Je perds mes mots là. Ce sont des réservoirs de biodiversité et ils sont même entourés de béton. Un jardin, c'est un réservoir de biodiversité. Biodiversité du sol, biodiversité aérienne, tout ce qui est insectes pollinisateurs, tout ce qui est insectes, tout ce qui est vers de terre, toute la microfaune qu'il y a dans le sol, tout ça c'est notre biodiversité. Donc un jardin familial, ça peut être une vitrine aussi pour l'habitant X qui vient se promener, pour lui faire comprendre que on a un petit bout de terre et on essaie de le respecter le mieux possible, donc en n'utilisant pas de produits chimiques bien sûr, et en connaissant un petit peu mieux toute cette faune et cette microfaune sur les jardins. Je crois que j'ai presque fini. Ensuite, deuxième chose, les jardins peuvent être un lieu de conservation. Il y a énormément d'échanges qui se font entre les jardiniers, donc des vieilles variétés de graines qui se conservent, qui se passent de l'un à l'autre par rapport au troc. Et ici, on a un exemple, par exemple, avec l'association Pédaniel, on sauvegarde des vieilles variétés de blé ancien. Donc, ça fait maintenant 4 ans qu'on le fait. Il y a 73 jardiniers sur Tournefeuille, sur Toulouse qui font ça. Donc, on a chacun une variété dédiée et on fait la moisson, on fait le battage, on récupère les graines et on les regroupe pour que la paysanne puisse semer son champ avec des vieilles variétés et voir ses caractéristiques pour la panification, par exemple. Donc ça, c'est des lieux aussi qui sont importants, les jardins familiaux, pour ça. Ensuite, une autre expérience qu'on a fait sur Tournefeuille qui est intéressante, c'est un compostage de déchets de cantine. Les enfants, donc tous les mois, on reçoit le menu de la cantine. On va mettre en verre tout ce qui va pouvoir aller au compost. Et donc, à la fin de leur repas, ils ont une boîte dans laquelle ils vont mettre leurs déchets. Les déchets de pelure de pommes, ils vont mettre les choses qui sont compostables. Et à partir de là, on les amène régulièrement sur les jardins familiaux, à la fois sur leur composteur à l'école et sur les jardins familiaux. Et donc, nous, sur les jardins, on fait du compost à partir de ce compost de cantine. Donc, ça diminue aussi le poids sur les poubelles des cantines. Et ça sensibilise les enfants parce qu'en fait, on fait aussi des actions par rapport à la nourriture, par rapport à la saisonnalité des légumes. Et puis, l'utilité que ça a, ces déchets, en fait, et ils viennent le voir sur les jardins. Une autre opération qu'on est en train de mener sur Tournefeuille, qui est un petit peu indépendante des jardins familiaux, qui est plutôt liée à l'association, on a lancé une opération Nature en Ville, c'est-à-dire qu'on appelle les habitants à envoyer des photos sur un site qui est dédié sur notre site internet, de façon à faire découvrir aux habitants la biodiversité ordinaire, celle qui nous entoure, là, qu'on a à côté de nous. On n'a pas besoin d'aller chercher les baleines ou les lions en Afrique. On a des petites abeilles ici, les abeilles solitaires, où on a des vers de terre, où on a des oiseaux qui sont peut-être ordinaires, mais qu'il faut connaître. Et si on les connaît, on les sauvegardera et on fera beaucoup plus attention à ces pratiques agricoles. Donc c'est une opération qui démarre et qui démarre pas mal. Alors ça, c'est un peu mon dada, hein, voilà. C'est la passion des abeilles. C'est un petit peu ma nouvelle passion. Les abeilles solitaires, donc vous trouverez des petits livrets là-bas à l'entrée. C'est notre opération, l'opération de cette année qu'on a lancée pour mieux les faire connaître. Parce que tout le monde connaît les abeilles, tout le monde veut protéger les abeilles, tout le monde ne peut pas avoir une ruche à la maison, mais tout le monde peut installer des petits systèmes de nidification pour ces abeilles solitaires qui vont nicher dans des bambous, dans des rondins de bois percés. Vous trouverez tout ça dans le petit livret. Elles font quand même 85% de la pollinisation. Les abeilles à miel n'en font que 15%. Donc, elles sont intéressantes à connaître. Voilà. Et juste, je voulais un petit clin d'œil, parce que vous me voyez toujours, moi. Hein, je suis toujours là, plus ou moins, mais parce que je sais pas, je dois parler bien, peut-être, je sais pas. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, voilà, ça c'était un petit clin d'œil par rapport à toute l'équipe qu'il y a derrière. Quand on fait un troc-plante, on est 50 bénévoles sur le site. Ben, tous ces gens-là, c'est des gens qui participent à l'animation du site et aux cours, aux ateliers, aux bourses des plantes, etc., aux cours des enfants qui encadrent, qui font plein de choses. Voilà. C'était un petit clin d'œil pour eux. Et voilà.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'un petit personnage qu'on avait besoin sur les jardins. Le nôtre, c'est un lapin. Voilà. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Dominique Dupuis. Allez, pour terminer, puisqu'on est à Toulouse, parlons de Toulouse. On va voir ça avec Alice Touvenin de l'association Partageons les Jardins. Alors, c'était un collectif tout jeune à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'association qui a 1 an et demi aujourd'hui. Et puis, on le disait, quelque chose d'assez actif avec 45 jardins qui vous ont rejoint. Vous allez nous dire tout ça, Alice. Oui, bonjour. Donc, Partageons les Jardins, au début, c'était un collectif de citoyens. En fait, on avait envie de mettre de la nature en ville, de s'organiser entre nous pour réfléchir comment on pouvait mettre ça en place. Donc c'était en 2009. Et donc petit à petit, on a monté l'association qui existe depuis 2012. Donc le but de l'association, c'est de promouvoir le jardin partagé, mais même de donner des outils aux Toulousains et même la région toulousaine de manière plus large pour pouvoir jardiner et créer du lien. Donc, voilà, ça c'est le différent type d'activités du réseau. Donc on parlait de 45 jardins, mais on va voir après, je vais vous montrer la carte où il y a vraiment différents types de jardins, mais on en a parlé déjà. Donc voilà, donc c'est vraiment donner des outils. Donc on a par exemple une outitech pour permettre à tout le monde d'avoir des outils de jardinage. On a un centre de documentation notre local, un conservatoire de graines aussi où on peut venir. Enfin c'est un troc permanent. En fait, il y a plus de 300 espèces de graines différentes aujourd'hui. On a un partenariat avec Ocopelli. On verra après. On a des permanences justement avec des bénévoles jardiniers qui peuvent venir justement donner des conseils accessibles à tout le monde. Donc ça, c'est le livret des jardiniers, une nouvelle création. Donc ça a été fait parce que tout le monde venait nous voir en nous disant comment on fait pour jardiner à Toulouse, quels sont les outils, qu'est-ce qui se passe, qui sont les acteurs locaux. Donc on a fait ce livret qui a été écrit par une quarantaine de jardiniers toulousains et autres qui ont répondu à toutes ces questions. Donc il y a une quarantaine de pages et voilà, on a essayé de répondre au maximum. Donc il y en avait à l'entrée, mais je crois qu'il y en a déjà plus. Ou sinon, il est téléchargeable sur notre site. Donc voilà. Ça, c'est un bel outil justement de transmission. Voilà. Après, on fait aussi des événements. Pour le Grand Carnaval de Toulouse, justement, c'est comme ça un peu qu'est née l'association l'année dernière. Donc, il y avait le Carnaval de Toulouse qui s'est refait. Et donc, on s'est dit que ça serait bien de toutes les associations qui existent, des jardins, qu'on fasse une action commune et qu'on le montre aux Toulousains, voir qu'est-ce qu'on est capable. Donc, on avait fait sur un semi-remorque un jardin avec une ruche, une cabane, tout. Donc on s'est beaucoup amusé pendant 2 mois à le fabriquer, puis à le montrer après. Donc cette année, on a refait encore un char, où là c'était le contraire, c'était la nature qui explose en ville avec une tomate géante, des fleurs, des insectes, voilà, pour monter aussi un peu la biodiversité. Donc c'est vraiment des beaux événements justement qui nous permettent de se fédérer. Il y a la fête de la courge aussi qui est en octobre, qu'on avait commencé déjà l'année dernière sur la place Arnaud Bernard, et puis toute la journée il y a des activités sur les jardins sur le thème de la courge. Donc là, on a un partenariat aussi avec Ocopelli. Donc Ocopelli, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une association de semences, en fait, pour la conservation des semences anciennes. Et donc, ils nous ont donné 113 variétés de courges. Et donc, on invite les Toulousains ou autres à venir parrainer des graines et amener un fruit le jour de la fête pour montrer la différence. Voilà. On met en place aussi des visites de jardin. Donc le but de ces visites, c'est autant pour les porteurs de projets ou pour curieux, journalistes, étudiants, à venir rencontrer d'autres jardiniers. Ils s'en rendent compte, voilà, comme tu racontais Dominique, à Rodez, c'est vraiment en allant dans d'autres jardins qu'on apprend et qu'on s'explique justement les petits conseils. C'est vraiment très important. Là, on a mis en place dernièrement les sentiers gourmands, enfin depuis 1 an maintenant, quand même. Oh, on a Jacques qui est par là. Et qui donc c'est faire découvrir les vergers dans la ville et greffer justement des espèces pour faire découvrir les plantes sauvages. Voilà, donc c'est des sentiers dans la ville. Donc on en a fait un Pêche-David, il y en a un Vénère qui est à Montbéron qui est en train de se mettre en place. Donc on invite vraiment les Toulousains à rendre notre ville comestible. D'ailleurs, je vais passer directement aux incroyables comestibles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement international qui existe depuis quelque temps. Et donc le principe, en fait, c'est de mettre la nourriture à partager devant chez soi, d'inviter, voilà, de transformer notre ville comestible, donc d'inviter ses voisins à le faire de plus en plus. Donc on avait commencé une action l'année dernière au bord du canal du Midi. On s'est rendu compte que on ne plante pas n'importe où, n'importe comment. Et donc en tant qu'association, justement aussi en lien avec la ville, c'est important de poser un cadre. Donc on avait fait une rencontre en février où il y a eu plus d'une centaine de personnes vraiment très intéressées. Tout le monde n'a pas pu rentrer. Donc d'ailleurs, je vous invite jeudi prochain, on en fait une autre. Et donc là, on va essayer de lister toutes les envies
de voir qu'est-ce qu'on a envie de faire transformer notre ville. Il y a déjà beaucoup d'actions qui ont été faites. Et pour s'organiser, s'entraider aussi ensemble, faire un troc de graines. Et voilà, donc jeudi après-demain, on fait une rencontre donc à la Serre. Bon, vous avez les informations sur notre site si vous voulez venir. Et voilà, après on se rend compte aussi que jardiner en ville, il y a beaucoup d'envie, mais les gens ne sont pas forcément formés. On se rend compte que les gens arrivent dans les jardins et puis ils partent de zéro. Il y a des personnes qui n'ont jamais planté une graine et d'autres qui ont beaucoup de connaissances. Et donc on essaye de mettre en place des ateliers pratiques où c'est plus des échanges de savoir-faire justement entre les personnes qui connaissent et d'autres peu. Et du coup c'est d'une autre manière et donc échanger. Donc ça c'est vraiment quelque chose du jardinage en ville aussi qui est très important. Voilà, après il y a tout ce qui est projection, débat, conférences, voilà, pour essayer de se rencontrer autour de ce sujet. Et après, on en a parlé aussi, c'est l'accompagnement. Donc on accompagne tout type de porteurs de projets. Donc ça peut être un habitant seul, un groupe d'habitants, une association, on parlait de centres sociaux, de collectivités aussi. Donc pour créer un jardin, parce qu'on se rend compte que que ça devienne jardin partagé, donc on l'a vu, il faut qu'il soit conçu, construit par les habitants, et donc ça se fait pas tout seul. Il y a les habitants, voilà, c'est pas un habitant tout seul qui va se dire qu'est-ce que veulent tous les autres habitants du quartier. Donc il y a plusieurs étapes. Donc il y a la mobilisation des habitants où on va faire du porte-à-porte, des réunions d'information pour essayer que tout le monde soit au courant au maximum du projet pour puisse venir. Et après on va faire des réunions de concertation où là on va construire le projet avec les habitants. Donc autant sur l'aménagement, donc on a des techniques d'animation qui permettent une personne qui ne sait pas parler français ou qui est timide, qui peut transmettre ses idées à d'autres personnes. Donc sur l'aménagement, sur le règlement, sur le bien vivre, nous on appelle ça plutôt parce que finalement c'est et sur l'ouverture de jardin, parce qu'on a bien vu qu'un jardin partagé, il faut qu'il soit ouvert sur le quartier. Après il y a plein de types différents d'ouverture, ça peut être quand le jardinier est présent ou des journées d'animation. Voilà, et après on fait le suivi du jardin parce qu'on se rend compte qu'un jardin, une fois qu'il est créé, justement, il y a tout ce travail de concertation, on est très solidaire. Et puis après, le jardin part et les gens ont tendance à se fermer sur leur parcelle ou pas, parce que vous l'avez bien compris, j'espère qu'un jardin partagé, ça peut être des parcelles individuelles ou collectives. La différence n'est pas là, sur la différence entre jardin familial et partagé. C'est vraiment qu'il est conçu par les habitants et géré après par la suite. Donc il y a cette gestion, après on voit, il faut continuer, chacun en jardine, il y a des problèmes. Donc on essaye de mettre en place là justement des animateurs jardins. On le voit à Tournefeuille, c'est pour ça que ça marche aussi. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont des compétences, qui peuvent transmettre, mais autant techniques et sociales. Parce que pour ne pas se renfermer et aussi pour apprendre à avoir des compétences de jardin. Voilà, donc ça c'est nos différentes activités. Et puis donc à chaque fois, juste pour vous expliquer, donc c'est un réseau. Donc nous, on n'a pas de jardin. Partageant les jardins, c'est tous ces jardins qui existent. C'est vous qu'on vient voir en fait. Voilà, c'est s'il y a une question. Donc nous, à chaque fois, donc le réseau, c'est ça. Les gens ils nous disent ça serait bien d'avoir un conservatoire de graines, on met nos graines. D'accord. Donc l'association va essayer de trouver des financements, trouver un lieu, mettre en place tout ça. Mais après, c'est les jardiniers qui font. Ils font tout le boulot. Mais c'est normal. Voilà. Donc ça, c'est la carte des jardins qu'on a fait. Donc il y en a 50 là. Aujourd'hui, on a rajouté on arrive à 50. Ça, c'est tout ce qui vous en rejoint. Non, alors c'est les jardins qui existent. Qui existent, d'accord. Donc il y a les jardins en rouge, c'est les jardins familiaux, les jardins en vert, les jardins partagés, et jaune, les jardins en projet. Donc on peut voir qu'ils sont quand même situés plus à l'extérieur de la ville. Ouais. Et il y en a des plus anciens, d'autres des plus nouveaux. On n'a pas parlé de la politique de la ville de Toulouse, donc qui existe depuis 2009 avec une charte des jardins partagés. Donc aujourd'hui, il y en a 10 à la fin de l'année qui vont être réalisés. Donc on peut les voir, ils ont une petite tête noire, ceux qui sont soutenus par la ville. Et après, donc c'est ça, c'est pas que il y a aussi des projets dans des associations, dans des squats, il y a plein de possibilités de jardins partagés. Donc nous, c'est ça aussi qu'on essaye de montrer, c'est la diversité de types de projets. Il y a des tout petits jardins, comme on parlait tout à l'heure à Montpellier, où c'est 1 mètre carré de jardin, où il y en a où c'est beaucoup plus grand. Et il n'y a pas de. Souvent on me dit, mais ils sont comment les jardins partagés à Toulouse et les jardins collectifs? Je dis, mais il n'y a pas de type, chaque jardin est différent, puisqu'à chaque fois c'est jardiné par des personnes différentes. Donc c'est vraiment cette diversité qui va être intéressante. Et suivant aussi le quartier où il va être. Par exemple, un jardin du centre-ville ou un jardin du Mirail, il n'aura pas le même public et les mêmes activités. Voilà, vous l'avez vu aussi que c'est un jardin partagé, c'est ouvert à plein d'autres choses que le jardinage. On peut faire, on l'a vu avec les jardins de Tournefeuille ou autres. Il peut se passer, c'est libre à l'imagination de chacun en fait pour créer son jardin.
Voilà. Et puis après, donc, on voit les publics aussi, c'est beaucoup des familles, des personnes qui viennent avec leurs jeunes enfants, mais des personnes âgées, des personnes... Il y a juste le public qu'on voit très rarement, c'est les adolescents. Dans les jardins partagés. Il y a encore, il faut voir. Mais voilà, de toute façon, c'est très varié. Voilà. Et voilà, donc c'est vraiment important, oui, quand même, on voit pour la pérennité d'un projet, c'est vraiment ce travail de concertation, de suivi. Et nous, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jardins qui se sentent seuls, en fait, parce qu'on essaye justement, dès qu'il y a un problème dans un jardin, de les faire rencontrer d'autres jardins pour justement qu'il y ait la solidarité qui se fasse et pas se sentir seul. Parfait, écoutez, merci Voilà. beaucoup Alice. Toutes les questions maintenant, ça sera pour vous tous. Alors, vous l'avez vu, il y avait beaucoup d'intervenants, donc il nous reste demi-heure. Alors, demi-heure pile, puisqu'on terminera à 11h pile, puisque nous avons l'exposition tout à l'heure, là, où vous êtes cordialement invités. Questions, réflexions, commentaires, c'est maintenant. Allez-y vite, hein, parce que dans les 10 dernières minutes, tout le monde voudra poser des questions. Monsieur en premier. Non, là-bas. Vous avez été le plus rapide. Et après, promis, c'est à vous. Oui, bonjour, Jacques Barvet de l'association JAL, Jardiner autrement en Ariège-et-Lèze, à Venerque. Donc, il est bien évident qu'en filigrane, nous avons eu la préoccupation de la maîtrise du sol. C'est la question, je pense, la plus importante et celle qui nécessite le plus de temps dans la création d'un jardin. Et à ce sujet, je voudrais faire une suggestion. C'est-à-dire prendre l'exemple de certaines communautés, collectivités locales du genre du Grand Lyon ou de ce qui se passe à Rennes également, où l'on a mis en place à partir de la loi PAEN qui date de 2005 et qui permet une sorte de synergie qui tend à tempérer la pression urbaine sur la maîtrise du sol en général et qui permet la coexistence harmonieuse entre la ville et la campagne environnante, milieu urbain donc et milieu rural. Et ces structures-là, je pense, seraient des sources d'inspiration peut-être pour l'optimisation de ce qui se passe dans notre région de Toulouse. Voilà. L'idée à retenir, on va vous passer le micro. Alors, dans mon rôle de censeur du temps, le type pas très désagréable, je vais vous demander, parce que vous êtes assez nombreux et s'il y a beaucoup de questions, d'être concis, s'il vous plaît, si on peut. Voilà. Comme ça, tout le monde pourra parler. Allez-y, présentez-vous. Bonjour, Joseph Gonzalez, coordinateur de l'initiative Toulouse en transition. Donc j'aurais une question d'abord. Concernant Incroyable Comestible, la question serait pour Vincent Larbé. Le mouvement est parti de Todmorden en Angleterre. À l'origine, il y avait 3 pieds qui étaient le collectif, donc planter n'importe où, enfin planter là où c'est possible. Et la seule règle, c'était servez-vous. Le deuxième pied, c'était échange de savoir, et le troisième, c'était un volet économique. En traversant la Manche, il n'est resté que l'aspect le plus spectaculaire, qui est le fait de planter, et que ça soit en libre service de chacun, de planter et cultiver, chacun se sert. Et je voulais lui demander donc comment il situerait ce mouvement de Incroyable Comestible dans la pomme de terre des jardins collectifs, familiaux, insertion partagée. Est-ce qu'il faudrait agrandir la pomme de terre? Est-ce qu'il serait à cheval? Bon voilà, donc ça c'est la question. Ensuite, j'aurais une information qui est une exposition qui s'appelle Carrot City, qui sont toutes les formes d'agriculture urbaine et périurbaine. C'est une exposition canadienne qui devait être en mai-juin à Blagnac. L'expo était très intéressante parce qu'elle montre les différentes formes depuis le bac jusqu'aux cultures, les bacs de chantier dans des cours, jusqu'aux cultures sous les autoroutes, les différents acteurs qui interviennent là-dedans, des architectes, des designers, des associations, et les différentes finalités de cette agriculture urbaine et périurbaine. Donc Carrot City, une très belle expo à voir en mai-juin. Et pour finir, juste une citation de Gilles Clément qui dit un jardin, territoire mental d'espérance. Voilà. Donc... Vincent Larbé. Oui, merci.
Oui, on va vous le... C'est le micro jaune qui va Allô, monter. oui. Voilà. Alors, merci pour cette question. Les incroyables comestibles, c'est une espèce d'utopie qui marche dans certains endroits, qui ne marche pas dans d'autres. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tu as raison, Joseph, il faut faire exploser la pomme de terre. Ça ne rentre pas dans ma patate. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les typologies. Elles font gagner du temps pour éclaircir les choses, mais elles sont forcément limitées. Elles enferment le vivant dans des catégories quelquefois un peu morbides, comme les insectes qu'on punaisait sur des tableaux autrefois. Ça rentre pas dans notre typologie, mais ça a le mérite d'exister. C'est léger, adapté à la ville, adapté à des mouvements d'humeur. J'ai envie de faire ça. Je ne me lance pas dans un jardin qui va me convoquer régulièrement pour être arrosé, pour être entretenu, etc. Je sème à tout vent dans la ville. Et nous sommes 80% habités dans des communes de plus de 2000 habitants en France et 50% sur la planète. C'est très adapté au territoire urbain, aux gens sans sol, au lien social, aussi à la problématique alimentaire. Donc c'est en dehors du projet beaucoup plus lourd d'installation des jardins et Saint-Fiacre soit loué, ça existe. Voilà, donc hors patate, on est d'accord.